Salut à tous, bienvenue sur UcroGeo, et aujourd'hui je vous présente un sujet assez discuté dans l'histoire alternative, l'invasion de l'URSS par le Japon. On en parle peu à l'école et dans les ouvrages de vulgarisation historique, et pourtant il était à deux doigts d'avoir lieu. L'expansion japonaise en Asie de l'Est commença en 1931 par l'invasion de la Mandchourie, une région située dans le nord de la Chine. Elle s'est poursuivie en 1937 avec une grande offensive contre ce même pays. Plus tard, le 27 septembre 1940, le Japon signa une alliance avec l'Allemagne et l'Italie, formant la fameuse Alliance de l'Axe. Peu après, le Japon tourna ses intentions militaires vers l'Union soviétique. En juillet 1941, les autorités japonaises ont mis en place un système de mesures permettant à l'armée nippone d'envoyer une offensive sur le territoire de l'Extrême-Orient et de la Sibérie. Ce plan a par la suite reçu le nom d'Opération Kandukuen. Au début, ce plan militaire a été pris très au sérieux par l'état-major japonais et de juin au 10 août 1941, l'armée nippone prépara et achemina des hommes et des équipements vers le nord de la Chine. Pourtant, dès fin juillet, l'état-major japonais commença à douter de l'efficacité de l'opération. Étant notamment au courant du retard des Allemands sur leur calendrier, Moscou et Leningrad qui n'ont toujours pas tombé, et des problèmes de communication entre le Japon et l'Allemagne, l'opération Kandukuen était déjà retardée de 3 semaines par rapport à ce qui était prévu. Cependant, certains officiers restèrent confiants et pensèrent encore qu'une victoire japonaise sur l'Union soviétique est possible grâce à l'Allemagne. Le renoncement définitif de l'invasion soviétique fut finalement décidé le 3 septembre 1941 lors d'une réunion, estimant que l'armée japonaise ne serait véritablement prête qu'au printemps 1942, ce qui serait beaucoup trop tard sur leur agenda. Sans parler du réseau d'espionnage russe qui a mis au jour le plan de la guerre japonaise vers l'URSS. C'est donc une prise de décision soudaine que le Japon a renoncé d'envahir l'Union soviétique, a signé un pacte de non-agression avec elle et a décidé de concentrer ses efforts en Asie du Sud-Est. Mais alors pourquoi le Japon a décidé d'attaquer les États-Unis ? Il fallait savoir que les tensions entre le Japon et le continent américain étaient déjà vives dès le début des années 30. Malgré sa politique isolationniste et en réponse à l'invasion de la Mandchourie, les Américains imposèrent un embargo envers le Japon. Face aux pénuries de pétrole et de matières premières, le Japon finit par attaquer les États-Unis et la Grande-Bretagne en s'emparant de leurs colonies situées en Asie du Sud-Est, disposant de nombreuses ressources. La défaite de la France en 1940 accentua les préparatifs militaires dans ces régions, prouvant la faiblesse des coloniaux européens. La suite, vous la connaissez tous. Pearl Harbor, les batailles navales et la conquête de l'Indonésie, tout ceci nous éloigne désormais d'une possible invasion japonaise en Union soviétique. Maintenant, imaginons un peu. Imaginons que le Japon décide, conformément au plan de départ, d'attaquer l'URSS et d'envahir la Sibérie. Quelle aurait été l'issue de la Seconde Guerre mondiale ? Avant de continuer, je tiens à préciser 3 paramètres qui auraient pu favoriser une telle opération militaire. Le Japon ne voit pas d'embargo s'installer de la part des Occidentaux, signant même avec eux un pacte de non-agression. Les Japonais développent une industrie militaire terrestre et aérienne et non maritime comme dans notre réalité. Et surtout ont gagné 2 batailles décisives en Asie, la bataille du lac Khasan en 1938 et celle de Khalkhin Gol en 1939. Au passage, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est comme ça que vous soutenez mon travail et m'encouragez à faire d'autres uchronies. À présent, place au scénario. Quel fut le plan de cette invasion ? Il était prévu d'abord de vaincre l'armée rouge à Primori, Amour et Transbaïaklia, et les forcer à battre en retraite grâce à une frappe successive. L'armée de l'air nippone reçut l'ordre d'anéantir la flotte aérienne soviétique, tandis que les fantassins devaient atteindre le lac Baïkal en seulement 6 mois. Enfin, la marine japonaise devait les soutenir en débarquant au Kamchatka pour occuper le nord de Sakhaline, s'emparer de Vladivostok et détruire la marine soviétique cantonnée à ces endroits. Déjà, dans notre réalité, le haut commandement japonais lança une première étape de mobilisation le 5 juillet 1941. Mais cette réalité alternative changea les plans des Japonais qui, grâce à la victoire du lac Khasan et de Khalkhin Gol, ont permis de renforcer rapidement les troupes militaires en Mandchourie. Ainsi, au lieu de se préparer de juin à mi-juillet 1941, il est probable que l'armée japonaise serait prête à envahir l'URSS dès le mois de mars de cette même année. Cependant, en raison du froid qui règne dans ces contrées, il est probable que l'offensive ne serait lancée qu'en mai 1941, attendant que le climat soit plus doux pour éviter des complications météorologiques. Logiquement,
Le dirigeant de l'Union soviétique, Joseph Staline, était au courant depuis longtemps d'une possible invasion japonaise. Mais en raison des purges des années 30, du peu d'officiers réellement compétents et du manque de discipline, il est possible que les Japonais fassent mouche dès les premiers mois de l'offensive, s'emparant déjà de Irkoutsk dès le début du mois de juin. Le 12 de ce mois fut justement le déclenchement de l'opération Barbarossa qui n'a pris ni d'avance ni de retard par rapport à notre réalité. Il est possible que la progression japonaise soit rapide, s'emparant des provinces de Primorie, Amour et Transbaïaklia, atteignant même Yakoutsk en fin août. Le débarquement au Kamchatka aurait réussi et la marine aurait continué de progresser vers le nord jusqu'au début de l'automne. Cependant, les Japonais seraient confrontés à un adversaire climatique, le mauvais temps. Les pluies étant fréquentes en été, l'armée japonaise aurait progressé lentement vers le nord et l'ouest, subissant quelques revers du côté du lac Baïkal à cause des troupes soviétiques restées dans ces régions. Si un tel scénario était retenu, le lac finirait par être atteint probablement en septembre 1941, une date où pendant ce temps-là, les Allemands n'étaient encore qu'à 90 km de Leningrad et n'avaient pas encore conquis Kiev. Ce serait à partir de ce même mois que l'armée japonaise commencerait à rencontrer les premières grandes difficultés. Les grands froids arrivant et la température qui baisse, l'objectif n'est pas encore tout à fait atteint. Les Japonais ont certes atteint le lac Baïkal, mais ne l'ont pas sécurisé et risquent d'avoir une repoussée des Soviétiques provenant de la région du Kouzbas. Si les Japonais avaient réussi à sécuriser le lac, ils n'iraient pas plus loin en raison de l'hiver qui s'installe. Étant attaqué sur deux fronts, Staline aurait décidé d'abandonner progressivement le front Est pour se concentrer sur le front Ouest, les Allemands étant proches de la capitale. Malheureusement pour Staline, réagir de cette manière serait trop tard et Moscou serait tombé en décembre 1941 malgré l'hiver. L'URSS aurait-elle été vaincue en 1942 ? À première vue, on pourrait croire que oui, la plupart des grandes villes russes sont tombées et a été attaquées sur deux fronts différents. De plus, les grandes réserves pétrolières présentes près de Moscou et dans le Donbass seraient quasiment emparées par les Allemands. Mais dans la pratique, les Soviétiques auraient continué de combattre. Grâce aux ressources et aux industries déplacées en Oural, les Russes auraient sans doute pu créer une offensive permettant de reprendre Moscou. Durant l'hiver 1941-1942, l'avantage serait alors tourné vers les Soviétiques, profitant du temps froid pour repousser l'ennemi. Les Allemands et les Japonais auraient bien sûr reculé de quelques dizaines de kilomètres, mais se seraient renforcés et dès le printemps 1942 auraient repris les offensives. Côté ouest, les Allemands seraient parvenus à atteindre Stalingrad en juin ou juillet 1942 pour finir par s'en emparer durant le mois de septembre, faute de renforts soviétiques. Les Allemands ont ainsi créé une voie ouverte vers la mer Caspienne et un accès libre au pétrole présent au nord du Caucase. Vous l'avez compris, l'URSS, malgré sa riposte d'hiver 1942 et ses industries déplacées, est à bout de souffle et menace de s'effondrer. À partir de cette date, un tel scénario soulèverait alors trois grandes questions. Question 1. Les États-Unis auraient-ils gardé leur neutralité ? Au départ, les Américains seraient restés effectivement neutres dans un premier temps. Pearl Harbor n'ayant pas été détruit, les Américains n'ont donc aucune raison de déclarer la guerre aux Japonais. De plus, avant cette crise, très peu d'Américains étaient favorables à la guerre. Il aurait fallu une pression diplomatique de la part de l'Union soviétique pour pouvoir intervenir, mais même là, les négociations seraient au point mort. Ne voulant pas se risquer d'envahir l'archipel nippon, les Américains se seraient contentés de dresser un embargo pétrolier envers le Japon et de sécuriser ces îles pour prévenir une éventuelle attaque. Mais d'un autre côté, on pourrait croire que d'une manière ou d'une autre, les Américains finissent par entrer en guerre contre le Japon, par exemple en réponse à l'invasion du Kamchatka, qui représenterait une menace directe contre l'Alaska et ses ressources. Question 2. D'autres fronts auraient-ils été ouverts ? C'est à mon avis le scénario le plus probable. Une URSS sur le point de s'effondrer verrait à certains pays l'opportunité d'entrer à leur tour en guerre. Et à ce stade, d'après mes petites recherches, 3 pays feraient partie intégrante du conflit. La Turquie tout d'abord. Étant à l'époque plutôt neutre, voire favorable aux alliés, ce pays voyait cependant l'Union soviétique comme une menace, étant proche de la Thrace orientale en 1939. Après la bataille de Stalingrad, gagnée par les Allemands, et profitant d'un recul soviétique, il est probable que la Turquie aurait cherché à envahir le nord du Caucase, disputant après les ressources avec les Allemands. Ensuite, nous pouvons imaginer l'Irak. Au départ, allié du Royaume-Uni, ce pays devient progressivement neutre pour finir par se rapprocher des forces de l'Axe et en profiterait pour attaquer la Syrie et les pays voisins. Enfin, troisième et dernier pays candidat, la Chine. Par opposition des 2 autres pays mentionnés précédemment,
la Chine était déjà entrée en guerre contre le Japon depuis 1937. Les troupes de l'armée nationaliste et communiste chinoise avaient eu des dons d'équipements militaires de la part des Alliés et surtout des Soviétiques pour repousser les Japonais. Étant déjà occupés à envahir l'Union soviétique, les Japonais décideraient donc de rester sur la défensive pour garder les points stratégiques conquis, notamment l'ancienne capitale, Pékin, et la nouvelle, Nankin, pour éviter un coupage de leur territoire en deux. Si ces trois pays entraient simultanément en guerre, la Seconde Guerre mondiale prendrait une autre dimension et aurait duré plus longtemps en raison de nombreux conflits d'intérêts. Enfin, question 3, les forces de l'Axe auraient-ils gagné la guerre ? C'est une réponse qui illustre celle de la question 1, mais j'ai imaginé deux embranchements avec des issues radicalement différentes. Pour la première fourche, on va imaginer que malgré l'offensive japonaise, les Alliés réussissent à gagner la guerre. Dans ces conditions, les États-Unis et les autres alliés occidentaux se seraient mis d'accord pour y déclarer ensemble la guerre au Japon et commenceraient à soutenir les Chinois dès milieu 1942 en acheminant des hommes et du matériel par le sud pour repousser les Japonais. Un autre front étant alors ouvert, les Japonais auraient arrêté les offensives sur la Sibérie pour désormais essayer de défendre leur territoire conquis en Chine. Cependant, ces sites étant peu surveillés, l'Empire du Japon aurait alors rapidement implosé, provoqué un coupage de leur territoire en deux ou même vu l'invasion de l'archipel nippon. Dans ce contexte, le premier ennemi abattu des forces de l'Axe ne serait pas l'Allemagne, mais le Japon. Il est difficile de dire si les Américains auraient employé l'arme atomique, mais une chose est sûre, les Alliés auraient vaincu le Japon, et celui-ci se serait rendu peut-être vers la fin 1944, début 1945. À Yalta, les quatre grands, soit Churchill, Roosevelt, Staline et Chiang Kai-shek, se seraient arrangés sur deux choses concernant l'Asie, l'occupation du Japon vaincu et le partage des territoires anciennement occupés par les Japonais. Évidemment, les Chinois et les Soviétiques auraient récupéré leurs terres, mais d'autres parcelles de l'Asie seraient devenues des dominions américains, anglais et pourquoi pas français. Quant en Europe, le conflit aurait perduré jusqu'à ce que l'Allemagne se rende à son tour. Comme les Alliés avaient réagi beaucoup plus tard et que l'Allemagne s'est enfoncée plus profondément en Union soviétique, le partage de l'Europe après la guerre serait similaire à celui que nous avons connu, avec peut-être quelques approximations. En fait, si les Alliés avaient gagné la guerre, il aurait fallu l'intervention des Occidentaux en Extrême-Orient pour faire tomber le Japon et écourter la guerre. C'est justement ce dont je veux en venir avec mon deuxième embranchement. À cause de la neutralité des Occidentaux en Asie, les Soviétiques se retrouvent donc seuls à combattre les Japonais. À cause du manque d'équipement et de rigueur militaire, les Chinois se seraient enlisés, permettant une progression des Japonais encore plus poussée. Dans ces conditions, les Japonais et les Allemands se seraient tellement enfoncés dans l'Union soviétique que celle-ci aurait fini par réellement capituler, peut-être vers avril 1944. Les deux grands de l'Axe se seraient alors partagé le gâteau russe, installant des colonies dans ces contrées et donnant l'indépendance à d'autres pays faisant autrefois partie de la Russie impériale. Les États-Unis resteraient figés dans leur neutralité, et Churchill, ne bénéficiant plus d'aucun soutien de la part de ses alliés, aurait signé un traité de paix avec Hitler, marquant une fin de guerre favorable aux forces de l'Axe. Là, la carte de l'Europe se serait redessinée, terminant la politique revancharde de l'Allemagne. En clair, une issue de la Seconde Guerre mondiale, avec une invasion de l'Union soviétique par le Japon, révèle de la spéculation. Tout ceci n'était qu'une question de stratégie, de temps et surtout de météo, car ce qui aurait pu ralentir les Japonais, ce serait le mauvais temps et le froid. Il aurait fallu tout un concours de circonstances favorables au Japon pour que celui-ci décide d'envahir la Russie, mais aussi gagner cette offensive. Dans la réalité, une telle offensive aurait pénalisé les Japonais, tant sur le plan stratégique qu'économique. Une invasion de la Sibérie aurait donc relevé peu d'intérêt pour le Japon, préférant se concentrer sur les importantes ressources présentes en Asie du Sud-Est. Bon bah voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. Dites-moi aussi votre propre scénario sur ce sujet, et sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.